Une nouvelle émission consacrée à l'analyse de l'actualité en Afrique. Mesdames et messieurs, bonjour. 3 sujets sont à aborder au cours de cette émission. Nous irons d'abord au Cameroun avec la libération anticipée de l'avocate française d'origine camerounaise Lydienne Yeneyoum, arrêtée en janvier 2010 et condamnée à 25 ans de prison par le tribunal criminel spécial dans le cadre de la lutte contre la corruption au Cameroun pour une affaire de détournement de deniers publics. Après des mois de tractations diplomatiques, l'avocat qui a toujours clamé son innocence a retrouvé sa liberté le lundi 4 juillet dernier. Cette libération anticipée de l'avocate par le président camerounais Paul Biya doit-elle être interprétée comme l'un des avantages de la binationalité ou simplement une injustice corrigée? Nous parlerons de ce sujet dans un instant dans cette émission. En République démocratique du Congo, une bonne partie des ténors de l'opposition est loin du pays. Katumbi Moïse est en exil, Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale et Étienne Wabulumba Tshisekedi loin de la RDC dans le confort douillet de la Belgique. N'est-ce pas un boulevard pour le président Kabila? Quel avenir pour l'opposition congolaise? C'est une interrogation à décrypter avec nos invités sur le plateau de votre émission Angle de vue. Enfin, nous irons en Algérie avec la nouvelle apparition publique du président Abdelaziz Bouteflika après sa dernière qui remonte au 5 juillet 2015. Pourquoi le président algérien est-il maintenu au pouvoir malgré son état de santé défaillant? Peut-on ainsi diriger un pays sans apparaître en public pendant 1 an? Ce sera notre 3e thème du jour. Mais avant de retrouver le débat, madame, monsieur, voici un point de l'actualité sur le continent africain. C'est le Flash. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel mercredi à 6 ans de prison ferme. La sentence que j'impose à l'accusé pour le meurtre de la défunte Riva Steenkamp est 6 ans de prison en deçà des 15 années requises par l'accusation, a déclaré le juge Tokozile Masipa du tribunal de Pretoria. Cette sentence ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire. Le syndicat des magistrats du Tchad a déclenché une grève de 2 semaines pour réclamer le paiement d'arriérés de primes et de meilleures conditions de sécurité pour les juges, a-t-on appris mardi auprès d'un responsable de l'organisation. Les grèves des fonctionnaires, notamment des enseignants protestant contre les retards de paiement des salaires, se sont multipliés ces derniers mois au Tchad. L'opposant congolais Moïse Katumbi, condamné à 3 ans de prison dans son pays et séjournant en Europe depuis la fin de mai, a déclaré mardi qu'il comptait rentrer le plus vite possible à Kinshasa pour poursuivre la lutte pacifique contre le président Joseph Kabila. Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende a accusé mardi l'opposant d'avoir simplement peur d'affronter ses juges et de politiser l'affaire. Pour le décryptage de ce jour, je reçois pour vous l'avocat Alain Ouroula. Il est avocat inscrit au barreau de Cotonou, mais précédemment au barreau de Strasbourg en France. Maître Alain Ouroula, bonjour et bienvenue sur le plateau de SICA. Bonjour Joël, bonjour aux téléspectatrices, téléspectateurs et bonne fête. Merci, Maître Alain Ouroula. J'ai également sur ce plateau le journaliste Moïse Soudé. Il est analyste politique. Moïse Soudé, bonjour et bienvenue dans cette émission sur SICA. Bonjour Joël, bonjour Maître, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Madame, Monsieur, ainsi se présente donc le plateau de cette émission Angle de vue de ce jour. Je vous propose de retrouver le débat après cet élément sonore. Je le disais en introduction dans cette émission, l'avocate franco-camerounaise Lydienne Yeneyoum, arrêtée en janvier 2010 et condamnée à 25 ans de prison pour une affaire de détournement de deniers publics, est libre de ses mouvements au Cameroun depuis lundi dernier. Elle a bénéficié d'une grâce présidentielle. Maître Alain Ouroula, quand on sait que cette libération est intervenue grâce à l'intervention des autorités françaises au plus haut niveau, même du président François Hollande, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'un des avantages de la binationalité ou tout simplement d'une condamnation injuste qui a été corrigée par le président Biya? Assurément que la nationalité française de mon confrère qui a acquis cette nationalité en détention a forcément joué. Si elle n'avait pas été française, c'est sûr qu'elle serait restée probablement plus longtemps dans les fers. Et n'oubliez pas que son époux est également très influent puisqu'il fut
directeur d'une banque au Cameroun et donc est très introduit. Alors, ces deux paramètres ont certainement pesé dans la pression que la France, au plus haut niveau, a dû exercer sur le président camerounais pour parvenir à ce résultat, pour parvenir à cette remise totale de peine. Il ne faut pas occulter le fait non plus que les Nations Unies aussi ont joué leur rôle, puisque le groupe de travail a considéré que l'arrestation et la détention de Lydiane Yeyoum était totalement contraire à la loi et arbitraire. Donc tous ces paramètres combinés, avec la nationalité française en prime, sinon il n'y aurait pas eu toute cette tractation, tout ça a pesé et a conduit le président Biya à procéder à cette remise de peine. Donc ce n'est pas seulement le mérite de la France. Je pense que c'est principalement et fondamentalement le mérite de la France. Mais ce n'est pas qu'un avantage. Je veux dire, la nationalité a permis un examen plus approfondi du dossier parce qu'il n'est pas dit que la justice ait été véritablement rendue. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion ou le loisir de revenir sur cette affaire. C'est vrai, elle a toujours clamé son innocence. Elle a clamé son innocence. Cette affaire de détournement de deniers publics est plus présumée que vraie. Il y a certains éléments. C'est votre avis. Elle a récupéré l'argent de l'État, elle a gardé sa part, elle a reversé. C'est la version qui a été donnée. C'est la version qui a été donnée, c'est la version qui a été répandue. Mais quand un avocat a été chargé par l'État de recouvrer des créances et conserve sur soi une partie de ces créances, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu détournement de deniers publics. Cela se fait dans votre métier, c'est ça? Un avocat, même quand il travaille pour l'État, a des honoraires. Quand on encaisse ces honoraires, ils peuvent paraître excessifs, ils peuvent maquiller une opération illicite, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a détournement de fonds, ça ne veut pas forcément dire... Il y a une procédure pour être payé par l'État. Il faut laisser l'État vous payer au lieu de récupérer votre prime, ce qui vous revient dans les fonds de l'État que vous êtes censé récupérer. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Non, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir recouvré et d'avoir gardé. Moi, je suis sûr que cette opération cache quelque chose. Et mon confrère n'a pas été tout de suite épinglé. L'affaire remonte à 2003-2004. Il faut préciser qu'en temps, elle est rentrée en politique. C'est ce qui a justifié la sortie de cette affaire. Probablement. Ou alors, quand il y a eu cette opération épervier, probablement. Et il se dit d'ailleurs que l'État était déjà rempli de ces deniers et qu'en réalité, ces créances qui ont été recouvrées par la suite l'ont probablement été au préjudice de la Société Générale de Banque au Cameroun qu'au préjudice de l'État. Et il y avait le représentant de l'État qui était le ministre des Finances qui a validé toutes ces opérations. C'est vous dire que le procès n'a pas forcément été totalement régulier, sans compter le fait, c'est un signe qui ne trompe pas, qu'il est constant dans le dossier qu'on reproche à mon confrère d'avoir gardé 1 milliard ou 1,077 milliards et une condamnation de 25 années d'emprisonnement. Il y a un excès qui marque la démesure et qui démontre à soi que ce n'est pas la justice certainement un procès qui a été politique. De toutes les façons, cette affaire est du passé. Elle a été libérée grâce et certainement aux avantages liés à sa binationalité. Moïse Soudé, est-ce qu'il suffit d'avoir double nationalité, et surtout la nationalité française, pour avoir ces avantages? Ceux qui n'ont pas cette nationalité aujourd'hui sont abandonnés. Le monde appartient aux puissants. Et vous savez très bien que la France n'a pas pour habitude d'abandonner ses citoyens. Et quand vous suivez un peu le ministre de la Communication du Cameroun, porte-parole du gouvernement, vous sentez que Maître Yeyoum a été libéré à contre-cœur. Parce que je l'ai suivi ce matin, il disait non, que la grâce présidentielle n'efface pas la condamnation et qu'il va falloir que Maître Yeyoum rembourse 1,153 milliard. Donc c'est qu'ils ont été contraints de libérer la dame. D'abord, le procès... Vous pensez qu'il y a des tractations? Oui. Parce qu'il a le plaisir de nous dire, ok, elle a été condamnée, mais cela va figurer sur son casier judiciaire. Ça veut dire quoi? Que déjà, une fois qu'elle est rentrée en politique, on a d'abord l'opération épervier de 2006. On sait pourquoi cette opération a été créée. C'est pour mettre en prison tout ce qui générait le président Biya. Donc, la dame a été libérée à contre-cœur. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que ce procès, quand vous lisez un peu la documentation, c'est un procès qui est d'abord bâclé, sans réquisitoire, sans greffier. Donc, c'est qu'on a voulu mettre la dame en prison, on l'a fait. Mais les chiffres qu'on avance, est-ce que c'est évident? Ce n'est pas évident parce qu'elle a aidé
l'État camerounais a recouvré des créances auprès d'un certain nombre de sociétés. Nous n'allons pas revenir sur ce procès. Le procès a donné son verdict. Elle était allée même devant la Cour suprême qui n'a pas voulu l'écouter. Donc elle a été condamnée à 25 ans de prison. Elle est libérée aujourd'hui. Mais quand on sait qu'il y a eu d'autres acteurs qui sont restés dans l'ombre, notamment ce groupe de travail des Nations Unies qui a également demandé sa libération. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui on peut dire que le mérite de cette libération anticipée revient seul aux tractations diplomatiques françaises? Non, je crois que c'est la victoire de la diplomatie française, il faut le reconnaître. Et c'est un peu le danger qui guette l'Afrique, avec la question des binationaux. Ouais, si par exemple, un président africain qui a la double nationalité commet des impairs, facilement il peut se réfugier en France et ne pourra jamais rendre compte. Oui, mais au même moment, si un Français, un africano-français, la binationalité a des avantages, comme cela aussi a des inconvénients. Voilà. Donc je crois que la France, parce qu'elle a été libérée 1 an jour pour jour après la visite de président français, ça veut dire que la diplomatie française a pesé de tout son poids. Parce que Sarkozy a échoué dans ce dossier. Donc Hollande a repris le dossier et a certainement pesé de tout son poids, a certainement utilisé les couloirs de la politique pour faire plier Paul Biya, sinon Paul Biya ne voulait pas. Mais comme vu les relations franco-camerounaises, ils ont dû jouer sur la fibre sensible du président qui a lâché qu'il y a des dossiers sensibles, Maître Alain Roulard, il y a des dossiers sensibles particuliers qui ont pu favoriser cette pression de la France? Je crois qu'il y a un projet d'investissement de la France au Cameroun actuellement qui a pesé sur l'inflexion de la position du président Biya. Quand vous parlez de coulisses, il n'y a pas eu de coulisses. C'est tout à fait officiellement et ouvertement qu'on a demandé au président Biya de libérer l'avocate. Donc ce n'est pas un jeu de couloir, c'est une pression directe. Alors, est-ce un avantage? Oui, c'est un avantage par rapport au préjudice qui est causé à des centaines, voire des milliers de gens. C'est-à-dire qu'il y a là, certes, une pression diplomatique, mais dirigée contre une injustice flagrante, parce que Lydiane Yeneyoum est restée en prison un peu plus de 5 ans, quasiment 6 ans, pour officiellement avoir détourné 1 milliard. Il y en a plein d'autres qui sont encore au gouvernement et dans l'administration, qui ont fait beaucoup plus que ça et qui ne sont pas inquiétés. Donc, si la France se préoccupe du sort de ses ressortissants pour corriger une injustice flagrante, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est dommage que les mononationaux restent dans les faits et subissent ces injustices. La preuve, c'est que le ministre des Finances, à qui on peut reprocher beaucoup de choses également, croupit toujours là. Et avant mon confrère, il y avait donc Atangana, tous ceux qui est resté plus de 14 ans. Oui, mais Atangana également était un franco-camerounais. Il a eu la chance d'être après 14 années, également. Oui. Après 14 années, pour les faits de même nature. Donc, reprenons les éléments, mettons-les sur la table. Est-ce qu'il y a eu un procès régulier? Il ne nous appartient pas de critiquer le fonctionnement de la justice camerounaise, mais il y a un excès manifeste, parce que rien ne justifie que pour une affaire financière, quand bien même le code pénal camerounais se durcirait davantage, qu'on aille jusqu'à 25 ans d'emprisonnement. Vous voyez, c'est grotesque et ça démontre, dès qu'il y a excès, il y a des mesures et donc il n'y a plus de justice. Et les faits ni les fonds ne sont contestés par personne, même pas par la défense de mon confrère. Il s'agit bien d'une affaire de 1 milliard, mais il ne s'agit que de 1 milliard et il faut revenir à des qualifications adéquates. Je pense vraisemblablement qu'il y avait difficulté juridiquement à qualifier cette affaire de détournement de deniers publics ou de fonds publics. Il s'agirait plutôt d'une opération qui peut être analysée sous l'angle de l'escroquerie. Non, même pas. Je ne veux même pas rentrer en politique, parce que il semblerait que la Société Générale ait payé plusieurs fois, alors qu'il y a eu une combinaison pour enrichir l'État et s'enrichir au passage, sachant que l'avocat doit être payé de ses honoraires, peu importe le montant, parce que quand les honoraires sont excessifs, ils peuvent être arbitrés par une juridiction qui est le bâtonnier. On ne l'a pas fait. Les faits remontent à 2004. S'il y avait une irrégularité manifeste qui n'avait pas été couverte par les autorités, on aurait dû poursuivre dès 2005 ou dès 2006. Pourquoi avoir attendu 2010 au déclenchement de l'opération Épervier pour aller vers là? Donc il y a des questions évidentes de prescription qui n'ont pas pu être analysées. Et je termine en disant que en 2004 comme en 2010, c'est le même président Biya qui était au pouvoir.
Mais je voulais ajouter un autre détail. Au-delà de l'investissement, aujourd'hui, le Cameroun a besoin de l'appui stratégique et militaire de la France pour lutter contre Boko Haram. Et voilà encore un autre facteur qui a pesé dans la décision du président camerounais parce qu'il aurait sollicité l'appui technique et matériel de la France. Et voilà l'une des conditionnalités qui lui a été opposée. Si vous voulez que vous êtes libéré notre concitoyenne. Et puis, il n'avait pas eu le choix. Donc, il s'est trouvé dos au mur. Il a été obligé de libérer Maître Ayoum. Moïse, dites-nous, Moïse Soudé, au-delà du cas Lydiane Ayoum, il y a d'autres Camerounais qui ont été également condamnés dans le cadre de cette opération de lutte contre la corruption. Certains parlent même de chasse aux sorcières, car les intéressés se seraient entrés en politique contre le président Paul Biya. Alors, est-ce que la libération de Maître Lydiane Ayoum peut constituer un motif d'espoir pour ceux qui sont gardés en prison dans le cadre de cette opération? Oui, je crois que la France et l'Organisation des Nations Unies vont pouvoir peut-être se pencher sur le cas des autres. Parce que quand vous ils ne sont pas des Français. Non, d'accord, mais ce sont, il faut assister quand même les personnes qui sont en danger. Parce que quand vous... si on doit assister tous ceux qui sont en prison au Cameroun... Non, le maître est là quand même pour me démentir. Si on vous accuse, vous avez droit à un procès équitable. Qui pourra situer les responsabilités. Ils ont eu des procès. Cette opération épervier, non. Cette opération épervier a été créée pour que le gouvernement puisse se débarrasser de tout ce qui constituerait pour lui une entrave. Rien ne le prouve. Vous savez, à un moment donné, on a qualifié le Cameroun du pays le plus corrompu du monde. Je vous en prie, mais dans l'entourage immédiat de Paul Biya, qui est président depuis 1982, qui a fait le conseil des ministres il y a très longtemps, qui n'arrive même pas à reconnaître tous ces ministres, il y a des gens qui ont détourné suffisamment l'argent de l'État camerounais. C'est pour assainir que cette opération a été déclenchée. Quand vous voulez assainir, vous êtes président de la République, vous commencez par votre environnement immédiat. Mais c'est justement, c'est pour ça que des ministres, des anciens ministres de Finances se sont retrouvés en prison. Des ministres qui, entre-temps, ont voulu tourner dos au président. Mais ceux qui sont encore dans les bancs... Mais si vous avez mangé dans la marmite, il ne faut pas cracher. Ceux qui continuent pas à lécher les bottes au président de la République sont encore là. C'est relatif. Est-ce qu'ils continuent pas? Ce sont des fonctionnaires, Moïse. Je vous en prie. Vous savez très bien que les ministres d'une république doivent être respectés. Au Cameroun, ils ne lèchent pas les bottes du président, mais ils font leurs travaux. Ils font le travail qu'on leur a confié en tant que ministre. Vous estimez que c'est normal que dans un pays qu'on fasse 6 mois, 8 mois sans faire un conseil des ministres? C'est un mode de fonctionnement. Non, comment gère-t-on le pays? Non, le pays a choisi de fonctionner. J'ai lu qu'il arrive au président de ne pas reconnaître qu'il a nommé comme ministre. Ça, c'est ce que vous avez lu, mais la réalité il y a pléthore de ministères et on ne voit que ceux qui sont proches. Ministre des Finances, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur. Est-ce que le pays est en guerre? Est-ce que le pays n'est pas gouverné? Le Cameroun aujourd'hui a été sauvagement appauvri. Ça, c'est vous qui le dites. Les Camerounais le disent. Parce qu'il y a une caste d'intellectuels proches du pouvoir qui a accaparé dans tous les pays africains, cela se dit. Ceux qui sont proches du pouvoir s'enrichissent toujours. Alain Ouroula, maître Alain Ouroula, est-ce que la libération de Ayoum peut faire jurisprudence pour aider ceux qui ont été condamnés dans le cadre de cette opération épervier d'avoir un espoir? Cette jurisprudence confirme que les franco-camerounais qui ont été pris dans cette opération dite épervier pourront être libérés. Cette jurisprudence, pour l'instant, ne concerne pas les autres. La preuve en est, je l'avais dit tantôt, que le ministre des Finances de l'époque est toujours dans les geôles. Et oui, mais c'est toujours la même opération épervier. Et aucun groupe. C'est vous dire qu'il y a une sélection dans les mises en liberté. Il y a plusieurs types d'éperviers. Il y a les petits et les gros. Et dans je ne peux pas parler de justice à double vitesse, mais je parle de chacun s'occupe de son cas. Chacun s'assoit, tu une pousse. Alors quand vous êtes strictement camerounais, ce n'est pas évident que la diplomatie française pèse et que le groupe de travail des Nations Unies s'intéresse à votre cas. Il y a aussi une question de logistique, parce que Maître Ayoum était défendu par un autre confrère qui est à Paris et qui a remué les arcanes de la diplomatie. Tous les ressortissants camerounais ne disposent pas de cet arsenal. Je ne veux pas dire que tous les mises en cause doivent être défendues ailleurs. S'agissant de cette opération épervier, bien sûr, c'est des opérations toujours bienvenues pour assainir, pour lutter contre la corruption. Mais là, j'ai l'impression que l'hôpital se fout un peu de la charité, parce que la lutte contre la corruption, c'est d'abord au sommet de l'État. Or, il y a comme une sorte d'impunité, je veux dire, même s'il n'est pas établi, encore qu'on le dise beaucoup,
que le président Biya est personnellement détourné. Je crois que son train de vie, sans contrepartie réelle, président de la République, sans contrepartie, président de la République, sans contrepartie effective ou réelle, justifie déjà le président de la République, quand même, il y a le minimum de confort qu'un président de la République doit avoir. Bien sûr. Et quand on parle d'assainissement, il y a aussi le respect des règles démocratiques. Il y a le respect des règles de gouvernance, et je crois qu'il est très difficile pour un président qui passe la quasi-totalité de l'année en Suisse ou ailleurs dans des hôpitaux et qui ne passe que le strict minimum légal dans son propre pays. Je pense que cela pose problème. L'essentiel est que le pays soit gouverné. Et ne confère pas la légitimité de lutter. Je terminerai là-dessus en disant que cette opération épervier, comme le fait que les parquets soient encore toujours sous la responsabilité du pouvoir exécutif, ne sont que des instruments pour filtrer ceux qui sont dociles et qui restent tranquilles sans inquiéter, et ceux qui veulent se rebeller un tout petit peu, auquel cas on déclenche les poursuites. Et quand on les déclenche, que les juges soient aux ordres ou pas, ils sont obligés d'apprécier les faits qui sont portés à leur connaissance et de prononcer les condamnations. C'est pas parce qu'on lâche... on ne poursuit pas 10 voleurs que quand on vous en envoie un, vous n'avez pas le devoir de faire votre travail et de condamner. Malheureusement, l'excès et la démesure dans les peines démontrent qu'il s'agit en réalité d'appareil de répression de l'opposition politique. Merci Maître Alain Roula, merci Moïse Soudé. Madame, Monsieur, c'est tout pour le premier débat de ce jour. Notre deuxième thème à présent, en République démocratique du Congo, une bonne partie des ténors de cette opposition, l'opposition est loin du pays. Moïse Katumbi est en exil. Même s'il déclare qu'il rentre bientôt, Jean-Pierre Bemba, la Cour pénale internationale condamné à plus de 15 ans de prison, il l'a déjà fait 8. Et Etienne Wamulumba Tshisekedi est à Bruxelles, loin de la RDC, n'est-ce pas, un boulevard pour le président Joseph Kabila. Quel avenir pour l'opposition congolaise? Je vous propose de retrouver l'analyse de mes invités après cette virgule. Moïse Soudé, depuis quelques jours, on assiste à un duel par médias interposés entre les opposants en exil et le pouvoir en place en RDC. Les ténors de l'opposition ont appelé à une manifestation le 31 juillet prochain contre le président Joseph Kabila. Pensez-vous que l'opposition, telle qu'elle se présente et se comporte aujourd'hui en RDC, peut remporter la bataille dans ces conditions? D'abord, il faut reconnaître que l'opposition congolaise était, on lui a coupé la tête. Mais tu sais qu'il dit sera là le 31. Il sera là le 31 juillet. On l'a annoncé plusieurs fois son retour. Et selon Moïse Katumbi, il dit si, entre-temps, ces médecins le libéraient, il sera aussi pour la manifestation. Mais il faut dire que le président Kabila a mis tout en œuvre pour ne pas organiser les élections. La preuve, la Cour constitutionnelle vient de lui donner mandat pour aller au-delà du 19 décembre. Au terme de son mandat, il peut rester au pouvoir. Donc, aujourd'hui, l'opposition congolaise, qui était déjà divisée en son sein, ne peut pas affronter le président. Parce que quand ils vont rentrer, qui sera le candidat qui va représenter? Mais ils se sont déjà entendus autour de Tshisekedi, la réunion de... Mais non, mais quand j'ai suivi Katumbi aujourd'hui, il a dit qu'il reste candidat à l'élection. Oui, il est candidat, mais cela ne veut pas dire que l'opposition n'est pas ordonnée. Aujourd'hui, ils ont mis en place une coordination, une plateforme dirigée par Tshisekedi. C'est ce qui est mis en place à Bruxelles. D'accord, mais ils n'ont pas encore retenu un candidat. Moi, je crois que Tshisekedi, d'abord, a déjà montré ses limites. Il est suffisamment vieux pour pouvoir céder la main. Mais il ne continue pas à avoir des militants. Il est très écouté à Kinshasa. Oui, vous savez comment ça se fait la politique en Afrique. Ce n'est pas sur un projet de société, c'est sur la personnalité. Et quand on dit sur le capital sympathie. Un lion qui a une réputation. Est-ce que vous croyez que Tshisekedi pourrait gérer ce pays-là? Moi, je crois que l'opposition congolaise, pour peut-être barrer la voie à la dictature de Kabila, c'est de s'unir et de trouver quelqu'un qui pourra vraiment affronter. Parce que Bemba, lui, il est déjà à l'écart. Katumbi proclame qu'il sera là. Est-ce qu'il aura le courage? Est-ce qu'il ne sera pas arrêté? Parce qu'il y a déjà une condamnation contre lui dans une affaire... non, il parle de faux procès, mais moi je crois que si... Oui, dans tous les cas, il a été condamné. S'il rentre, c'est à l'aéroport qu'il sera récupéré. Il sait très bien qu'il ne pourra pas rentrer. Peut-être qu'il va utiliser le prétexte de santé, que les médecins ne lui permettent pas de rentrer. Il va rester là-bas. Je crois qu'une fois encore, le président Kabila, il a eu l'opposition politique congolaise, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas pu
s'unir pour désigner un leader. Il y avait eu une guerre de leadership en leur sein et le président Kabila a profité de ce boulevard-là pour installer son Donc on peut dire aujourd'hui que Joseph Kabila a réussi sa stratégie, celle de pousser loin les opposants sérieux, ceux qui sont financièrement aguerris et qui pourraient donc lui barrer la route. Il a réussi sa stratégie. Il a réussi, non seulement ils sont partis, et c'est maintenant qu'il fait appel à une entreprise, Gemalto, pour réviser la liste électorale. Et ce n'est pas évident. Non, le processus électoral. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que cela soit fait avant le 19 décembre. Tout est mis en œuvre pour que... Parce que le secrétaire général du parti au pouvoir a été clair. Il dit qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2016. Il a été clair quand il faisait sa déclaration. Mais donc, au moins, il y a déjà le processus qui est lancé. Cela prouve qu'il y a la volonté. Je vous avais déjà dit une fois ici, tant que Kabila ne sera pas sûr qu'il sera candidat, il ne va jamais organiser l'élection présidentielle. Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus sa candidature qui est en jeu. Il a lancé le processus électoral. Mais il sera candidat, il fera tout pour être candidat. Parce qu'il n'a pas encore trouvé un candidat de poigne, non seulement qui pourra le remplacer, mais qui pourra assurer ses arrières. Il est en train de réfléchir aux astuces pour... Oui, il est en train de réfléchir aux astuces à mettre en place pour revenir, pour revoir la Constitution. Maître Alain Ourula, l'opposition aujourd'hui, les ténors les plus sérieux financièrement sont loin de Kinshasa. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition congolaise est en déroute face à une stratégie de guerre du président Joseph Kabila? Paradoxalement, plus les leaders de l'opposition s'éloignent du territoire congolais et plus ils arrivent à se réunir autour de l'essentiel. Et contrairement à ce que pense Moïse, je crois qu'il y a aujourd'hui un peu plus d'espoir. Se réunir loin de Kinshasa, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir? Bien sûr, les choses peuvent se passer ailleurs qu'à Kinshasa. Pour l'instant, le combat se passe sur le terrain. Le combat, c'est pas forcément dans la désignation d'un candidat unique. Le combat, c'est dans le respect. Même la résistance. Le combat, c'est d'abord dans le respect de la Constitution, c'est-à-dire obliger Kabila à respecter la Constitution et obliger Kabila à sortir. Donc, je crois qu'il y a des signes rassurants là-dessus. Le premier signe, c'est déjà que l'opposition parle d'une voix plutôt unie sur la question. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord que Kabila doit partir. Que Kabila s'en aille. Les exigences de l'opposition qui voudrait que le facilitateur togolais soit accompagné, ces exigences sont en train d'être satisfaites puisqu'il y a l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie qui se sont associés au processus et donc qui semblent en mesure de dialoguer aujourd'hui avec l'opposition autour du respect de la Constitution. Ça, c'est le deuxième signe. Le troisième signe rassurant pour moi, c'est que les grandes nations commencent à affirmer leur position et les États-Unis en tête, puisque les États-Unis exigent la tenue et l'organisation des élections à bonne date. Je crois que le président Obama l'a encore signifié au président Kabila à l'occasion de l'anniversaire d'indépendance, ce que le président Kabila n'a pas aimé. Et donc, la ligne des États-Unis, elle est très claire, c'est que Kabila devrait tout mettre en œuvre pour aboutir à une alternance, la première alternance pacifique à exiger le président américain. Les sanctions tombent. Le chef de la police de Kinshasa vient de voir ses avoirs gelés. Et il y a aux États-Unis. Mais il y en a à Kinshasa. Il y a un programme. C'est déjà un bon début. Et il y a d'autres mesures qui sont envisagées. Et l'administration américaine a clairement affirmé que ça ira progressivement, surtout à partir de septembre. L'Union européenne est d'accord pour que des sanctions de la même nature soient prises à partir d'un calendrier qu'ils sont les seuls à déterminer. C'est déjà rassurant donc de savoir que ces grandes nations parlent d'une même voix pour dire que l'alternance devrait avoir lieu. Et quand vous voyez les signes d'impatience du président Kabila, il se rend compte qu'il n'est plus totalement maître du jeu. Peut-être l'étau se resserre autour de lui, mais techniquement parlant sur le terrain, il faut être réaliste. Si vous lancez aujourd'hui, compte tenu de la superficie de la RDC, si on lance aujourd'hui l'opération de recensement, c'est pas évident que cela se termine avant décembre.
Alors, Kabila aurait réussi. On sait que Kabila fait du dilatoire, parce que le représentant des États-Unis dans la région des Grands Lacs, dans son rapport, a bien indiqué que les difficultés d'organisation de l'élection ne sont pas dues à des questions techniques, mais c'est à une non-volonté politique. Donc on sait. Et de juillet à décembre, nous avons 3-4 mois qui pourraient nous permettre de déterminer très rapidement ce qui pourra se faire. Quand bien même les élections ne pourraient pas se tenir à bonne date, moi je pense qu'il y a des signes annonciateurs du fait que transition, si transition il devait y avoir, se ferait probablement sans Kabila. Donc je crois que les jours à venir, en décembre, qui le comprennent en décembre nous le saurons. Mais Moïse, je voulais dire Moïse Katumbi, mais Moïse Soudé, alors dites-nous, quel avenir vous voyez justement pour Moïse Katumbi aujourd'hui, qui dit qu'il est prêt à rentrer au pays, il est sous le coup d'une condamnation. Comment vous voyez-vous son avenir? Je crois que certainement qu'il va rentrer, mais puisque lui me disait qu'il va rentrer, qu'il va annoncer son retour. Certainement qu'il est en train de prendre cette disposition pour rentrer. Mais je crois que c'est un risque, parce que là où Kabila ne craindra plus rien, ce n'est pas les sanctions qui feront peur à Kabila. Est-ce que s'il n'a pas de garantie, peut-être d'autres des puissances, il allait dire qu'il allait rentrer certainement? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a des tractations diplomatiques dans l'ombre. Il attend que ces tractations-là aboutissent avant de rentrer, parce que si sa sécurité n'est pas garantie, quel que soit ce qu'il fera, c'est à l'aéroport qu'on va le cueillir. Parce qu'aujourd'hui, Kabila, c'est vrai qu'on le menace de partir, mais il ne réellement... Parce que quand on va commencer par nettoyer le fichier électoral, il va jouer sur le temps. Parce qu'il faut que l'État mette à la disposition des structures concernées les moyens qu'il faut pour faire le travail. Les partenaires sont prêts à financer. Contre l'avis de Kabila. Il aura le dos mieux. Parce que jusqu'au 19 décembre, Kabila... Parce qu'il y a la MONUSCO qui est toujours là. Je suis d'accord. Jusqu'au 19 décembre, Kabila est encore président. On aurait déjà procédé... Quitte à avoir peut-être une transition comme la... Très bien. Et il peut diriger la transition. Parce que Kabila, aujourd'hui, il se trouve très jeune. Il se dit qu'il est très jeune pour quitter le pouvoir. Et Jean-Pierre Bemba, quel avenir vous le voyez? Il a été condamné à 15 ans de prison, il en a déjà fait 8. Aujourd'hui, il est désespéré. Est-ce que vous pensez qu'il a encore un avenir politique en RDC? Oui. Quand on sait que cette condamnation lui fait perdre ses droits civiques? Non, ça peut se régler. Au cas où Kabila partirait et que notre président serait élu, on pourra revoir. Il a été condamné par la CPI. Non. Ça, ce n'est pas une juridiction. Vous savez non, vous savez très bien que quand on parle de CPI, vous savez très bien de quoi on parle. Vous savez de quoi on parle quand on dit CPI. Ce n'est pas forcément. Il y a le jeu politique qui entre en ligne de compte. Donc, certainement que quand notre président sera élu autre que Kabila, on va revoir. On va revoir le procès, vous pensez? Oui, on peut revoir le procès. Et l'acquitter après avoir... Non, pas l'acquitter, il avait déjà... On peut réduire sa peine. Je crois que le maître est là, oui, mais il perd quand même ses droits civiques. Ça, là aussi, ça peut se négocier. Tout se négocie aujourd'hui dans le monde. Tout se négocie. Maître Alain Oula, vous êtes un praticien du droit. Est-ce qu'il peut retrouver ses droits civiques aussi facilement après avoir été condamné par la CPI? Jean-Pierre Bemba. Sous Kabila, ce n'est pas évident. Effectivement, parce que la CPI n'a pas condamné Bemba et privé de ses droits civils et civiques. La CPI a prononcé une condamnation criminelle et l'État congolais... Si on vous condamne pour crime contre l'humanité, l'État congolais... Aujourd'hui, le mécanisme est le suivant. Quand une juridiction se prononce, elle peut prononcer la privation des droits civiques et civils. Ce n'est pas le cas de Bemba, ce n'est pas le cas de la condamnation de la CPI. Il n'en demeure pas moins que l'État congolais peut déduire de cette condamnation la nécessité de priver Bemba bien précis de ses droits politiques, de ses droits civiques. Ce n'est pas encore fait. Alors effectivement, une autre administration peut ne pas en tirer les conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que Bemba est hors jeu personnellement pour ces élections, même si ça se déroule dans 1 an ou dans 2 ans. Il est sous une condamnation qui risque d'être confirmée en appel. Il y a un deuxième procès qui se prépare, celui comment ça s'appelle, de la corruption ou de la subordination de témoins qui l'expose à la condamnation d'au moins 5 années d'emprisonnement. Donc l'implication directe de Bemba ou sa candidature n'est pas à l'ordre du jour. Mais son parti demeure toujours actif quand même. Le parti est là, le parti ira en alliance, jouera sa partition, même de manière désordonnée. Mais Jean-Pierre Bemba, candidat,
ça relèverait du miracle. Et moi, je ne crois pas tellement au miracle. Pour le reste, le président Kabila sait que la pression monte. Et si on le laisse faire son dilatoire jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre, on peut tout reprendre en main et lui dire, voilà, ça ira dans tel sens, dans tel sens. Tout est déjà financé. Et le président Kabila a, lui, de comprendre que la communauté internationale n'est pas avec lui. La communauté internationale ne compte pas rester les bras ballants et que la communauté internationale va à son encontre. À partir de là, les marges de manœuvre ne sont plus les mêmes. Coïncidence étonnante, Katumbi a été condamné à 3 ans dans une fausse affaire, parce que c'est évident. C'est relatif, c'est une condamnation condamnation quand même. C'est une fausse affaire. C'est une fausse affaire qui n'avait... C'est un procès politique. Je ne sais même pas si c'est un procès. Je ne sais pas si c'est un procès politique. C'est même pas une question de procès politique. Je ne sais pas si ça c'est un procès. C'est n'importe quoi. Je veux dire, on prend quelqu'un. Il a été condamné et le lendemain, le chef de la police a été sanctionné. Je veux dire par là que les attaches sont prises. Tout est suivi. C'est suivi, le travail est fait. Et vous avez vu, ils ont tous retrouvé leur couleur. Ceux qui étaient malades ne le sont plus ou le sont moins. Et tout dépend de l'autorisation que donnerait un médecin britannique qui autoriserait Katumbi à entrer aux Zaïrois, cependant que Katumbi se trouve en France ou en Belgique. Bon, vous voyez, alors, très rapidement, l'autre dinosaure de la politique congolaise, Étienne Tshisekedi, est également loin de la RDC. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne rentre pas, selon vous, pour participer au combat? Il est annoncé pour le 31 juillet, mais il faut préciser qu'on l'avait déjà annoncé plusieurs fois. Ils disent qu'il sera là avant le 31 juillet, donc pour préparer un peu ce meeting. Je pense qu'il a des raisons personnelles. Je ne crois pas qu'il soit personnellement inquiétable, puisqu'il a traversé les âges et on sait qu'il ne peut pas être percutant. Mais c'est un bel emblème qui permet de faire un consensus, un ralliement, pour aller vers un objectif très clair, c'est le respect, l'application de la Constitution et surtout le départ du président Kabila. Ce n'est pas sa candidature, ni la candidature des uns ou des autres qui pose problème, c'est le départ de Kabila. Pour l'instant, c'est le respect de la Constitution par Alain Moïse Soudé, Tshisekedi aujourd'hui loin du pays et qui plusieurs fois a annoncé son retour. Est-ce que vous croyez qu'il va rentrer cette fois-ci? Non, moi je crois qu'en annonçant son retour pour le 31 juillet, c'est certainement une guerre psychologique qu'il est en train de faire au gouvernement en place. Parce que dès que vous appelez qu'un dinosaure de la politique congolaise, comme on prend toutes les dispositions. Donc c'est tellement qu'il va laisser le gouvernement Kabila déployer toute sa stratégie. Ce qui a suivi finira par rentrer. Il attend certainement qu'on lui donne des garanties sur sa sécurité avant de rentrer. Tout compte fait, on a besoin de ça présent. Même s'il ne sera pas élu, il va quand même impacter l'élection présidentielle au Congo. Donc forcément, il va rentrer. S'il ne rentre même pas le 31 juillet, il va rentrer avant la tenue de l'élection présidentielle. Avant le mois de décembre. Oui, forcément. Ce sera tout pour la première partie de cette émission, madame, monsieur. Avant de lancer notre dernier sujet du jour, voici un nouveau point de l'actualité, le Flash. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius a été condamné en appel mercredi à 6 ans de prison ferme. La sentence que j'impose à l'accusé pour le meurtre de la défaite Riva Steenkamp est 6 ans de prison en deçà des 15 années requises par l'accusation, a déclaré le juge Tokozile Masipa du tribunal de Pretoria. Cette sentence ne signifie pas nécessairement la fin de la longue procédure judiciaire. Le syndicat des magistrats du Tchad a déclenché une grève de 2 semaines pour réclamer le paiement d'arriérés de primes et de meilleures conditions de sécurité pour les juges, a-t-on appris mardi auprès d'un responsable de l'organisation. Les grèves des fonctionnaires, notamment des enseignants, protestant contre les retards de paiement des salaires, se sont multipliées ces derniers mois au Tchad. L'opposant congolais Moïse Katumbi, condamné à 3 ans de prison dans son pays et séjournant en Europe depuis la fin de mai, a déclaré mardi qu'il comptait rentrer le plus vite possible à Kinshasa pour poursuivre la lutte pacifique contre le président Joseph Kabila. Le porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende a accusé mardi l'opposant d'avoir simplement peur d'affronter ses juges et de politiser l'affaire.
Nous poursuivons le débat sur Sika en Algérie. Nouvelle apparition publique du président Abdelaziz Bouteflika après sa dernière qui remonte au 5 juillet 2015. Pourquoi le président algérien est-il maintenu au pouvoir malgré son état de santé défaillant? Peut-on diriger un pays sans apparaître en public pendant un an? Je vous propose de retrouver mes invités sur ce nouveau sujet après cette virgule. Le débat se poursuit avec l'avocat Alain Roula et le journaliste Moïse Soudé. Maître Alain Roula, à votre avis, est-ce que le président Bouteflika lui-même, est-ce lui-même qui se maintient au pouvoir malgré son état de santé peu reluisant, ou on souhaite qu'il reste compte tenu des intérêts stratégiques non visibles? Intérêt stratégique de qui? De l'étranger? Non, tout le monde est d'accord. Possible de l'étranger quand c'est l'importance de l'Algérie dans la zone. On reconnaît par rapport à la lutte contre le terrorisme. Oui, on reconnaît que le président Bouteflika est diminué non seulement par l'âge, mais par l'assistance, le problème de santé, l'assistance médicale qui le contraint à une inactivité totale. Mais je crois que le président Bouteflika s'accroche d'abord personnellement au pouvoir, que l'on considère comme un héritage légitime des combats menés avec le FLN. Après Ouari Boumedienne ou Ben Bella, c'est le dernier dinosaure officiel. Donc, le dernier des Mohicans. Le dernier des Mohicans qui trouve sa légitimité d'abord en se présentant et en se représentant une 4e fois en 2014 et en se maintenant au pouvoir. Je crois que cela cache aussi des difficultés de succession. On ne sait pas encore très bien qui on va pouvoir mettre et pour sauvegarder quels intérêts. Je crois qu'il y a des interrogations sur la question parce que même l'Algérie n'a pas... L'Algérie quand même a une position géographiquement stratégique par rapport à l'Europe. Ça n'a pas empêché des assassinats de présidents. Je ne suis pas en train de donner de sales idées. Oui, donc, si sa sécurité... Si lui, il arrive à stabiliser le pays, parce qu'il faut reconnaître quand même que depuis qu'il est là, le pays est stabilisé. Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de ces questions de stabilisation, mais parce que ça arrange la garde rapprochée. On veut d'abord trouver quelqu'un de bien assis avant de déclencher ce qu'on a à déclencher. Et on a même pu provisionner que le président reste au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Mais je crois que c'est plutôt des pressions internes et des intérêts internes qu'on essaye de converger avant de déclencher autre chose. Sinon, vous savez, un président algérien est très vite neutralisé. On a neutralisé des plus durs que ceux-là, et donc ce n'est pas celui qui est dans un fauteuil roulant qui pose le problème. La galaxie Bouteflika se prépare à trouver un successeur. Le vrai problème, c'est qu'on n'a pas encore trouvé qui va le remplacer. Parce que il a fait un AVC depuis 2013, qu'on qualifie de léger AVC, non. Intellectuellement, il n'a plus ses facultés en place pour diriger un État. Mais il est là, c'est quelqu'un d'autre qui dirige, mais on attend de retrouver dans la galaxie de Bouteflika celui qui pourra le remplacer. Tant qu'on ne va pas trouver celui-là, il sera... On continuera par le maintenir. Oui, on va le maintenir. Et je crois que d'ici à là, ils vont trouver. Sinon, en Algérie, vous savez qu'il y a une façon très rapide de régler ça. Oui, mais alors, je voudrais rebondir justement sur cette préoccupation. Comment est-ce que vous expliquez le phénomène qu'on constate en Afrique où, pendant qu'en Occident, on voit les chefs d'État ou les dirigeants politiques ayant une moyenne d'âge autour de 50-60 ans, en Afrique, il y a beaucoup plus de septuagénaires et d'octogénaires, du moins, qui s'accrochent au pouvoir. Comment est-ce qu'on peut... Vous savez, à quelques exceptions près, la plupart des hommes politiques veulent mourir au pouvoir. Pourquoi cela ne se passe pas en Occident? Non, écoutez, chez nous, on a le royaume, et le président se prend pour le roi, et vous savez que le roi de son vivant ne se remplace pas. Les autres aussi ont connu des royaumes, ont connu des empires. On n'a pas encore atteint cette étape-là. Non seulement ça, le président veut mourir au pouvoir, mais parfois, si le président ne trouve pas celui qui pourra lui garantir une retraite politique paisible, ce n'est pas évident qu'il laisse le pouvoir. Parce qu'en Afrique, quand vous êtes au pouvoir, la plupart des présidents africains, comme je le dis souvent, ils font yo-yo avec l'argent du contribuable de leur pays. Et on installe des empires économiques et financiers. Et on se dit, mais celui qui doit me remplacer, il faut qu'il me garantisse mes biens. Parce que si je prends quelqu'un qui va me mettre en prison, ce n'est pas la peine que je quitte le pouvoir. Et c'est la même chose qui se passe déjà avec Kabila. Bien qu'il soit jeune, il ne veut pas partir. Parce qu'il a des intérêts. Bouteflika, moi, à sa place, j'aurais eu honte parce que avoir dirigé un pays
C'est la même chose au Oui, Cameroun. mais C'est la même chose au Cameroun. Il a le souci justement de la sécurité. C'est la même chose au Cameroun. Un président qui passe tout son temps. La stabilité de son pays après lui. C'est la même chose au Cameroun. Un président qui passe tout son temps dans les hôpitaux à l'étranger, revient peut-être pour faire une semaine ou voire un mois au pays et il repart. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là ont des intérêts qu'ils sont en train de protéger. Il faut qu'ils trouvent quelqu'un pour leur assurer une retraite paisible. Le jour Bouteflika, ils vont désigner quelqu'un pour le remplacer. Vous allez voir, ils vont l'assassiner tranquillement. Non, ils ne vont pas l'assassiner. C'est comme ça en Algérie. Non, attention, nous ne sommes pas sur ce la plateau. Politique, c'est de ce qui se passe en Algérie. De l'assassinat vous savez très bien qu'en Algérie, assassiner un président, c'est un jeu d'enfant. Laissons les Algériens justement gérer leur politique en interne. Et il faut préciser également que les choses évoluent. Ce qui se passait dans les années 60, dans les années 70, ce n'est pas nécessairement la règle aujourd'hui. Oui, mais cela n'est pas nécessairement la règle aujourd'hui. Les choses évoluent. Maître Alain Orunla, alors 70 ans, 80, comme président en Afrique. Pendant ce temps, en Occident, on a la cinquantaine. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je voudrais d'abord rectifier le tir. Je ne pense pas que mon ami Moïse parlait d'un assassinat physique. Il peut s'agir d'un assassinat politique, c'est-à-dire on le débarque. Je préfère cette expression parce que nous sommes sur une chaîne publique. Et donc simplement. il faut faire très attention. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des exécutions sommaires au sommet de l'État en Algérie. Le président mais dans les années 60, dans les années 70. Non, mais tout à fait récemment, avant que Bouteflika ne prenne le pouvoir. Oui, mais on a neutralisé, le monde évolue. On a neutralisé le colonel Charlie Benjedid, le président Boudief a été les réalités, voilà, donc la configuration stratégique géopolitique du monde aujourd'hui ne permet plus de l'esprit. Maintenant, je comprends que nous ne voulions pas écorcher les âmes sensibles et surtout nous exposer. Quand vous êtes sur la gérontocratie au pouvoir, ce n'est pas le monopole de l'Afrique. Il y a eu des présidents très âgés dans d'autres grandes nations comme l'URSS, où nous avons connu Léonid Brejnev, qui s'est accroché très très longtemps au pouvoir alors qu'on le savait malade. Il y a eu Tchernenko, je crois. Nous avons connu, Fidel Castro c'est encore un autre exemple, des présidents malades au pouvoir. On a connu le président Pompidou, qui était très malade et qui est mort au pouvoir. Le président Mitterrand qui a traîné pendant tout un septennat. Le deuxième, un cancer, et on l'a su par la suite. En Afrique, il y avait le président Houphouët. Donc ce n'est pas seulement, ce n'est pas le monopole des Africains. Maintenant, la chose devient difficile en Occident parce qu'il y a une conscience plus élevée qui permet déjà aux responsables politiques et aux autres responsables de mettre hors jeu à distance. Et il y a la vivacité de l'électorat qui sanctionne très rapidement. Dans nos pays, c'est encore l'électorat plus ou moins manipulé qui valide le maintien au pouvoir de ces dirigeants. Le président Bouteflika, on le savait malade. Quand il s'est représenté une énième fois en 2014, est-ce que les élections étaient transparentes ou pas? Je considère que c'est le peuple algérien qui a voulu le maintenir, coûte que coûte, et encore qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'avoir un président au fait de tout pour diriger un pays. Fort heureusement, dans des nations plus jeunes comme la nôtre, la question de la gérontocratie est réglée par la limitation d'âge qui est encore valide. Merci, Maître Alain Orunla, merci Moïse Soudé, Madame, Monsieur. C'est tout pour cette émission Angle de vue de ce jour. Très bonne suite de programme sur SICA.